18 avril 1620. Après des semaines de traversée, le Mayflower arrive au havre du futur port de Plymouth, dans le territoire des Wampanoag. À bord, des hommes, des femmes, des enfants, et même, tous ont quitté leur pays calme et paisible pour venir s'installer ici, dans des terres arides et sauvages, sans grand espoir de retour. Ici, tout est à faire. Il faut défricher les terres, tracer des routes à travers les forêts et commencer à se regrouper. On est encore loin de vraies villes établies, mais cela viendra plus tard. Pour le moment, l'heure est surtout à la recherche et à l'exploration. Il y a tant à découvrir. Rapidement, on rencontre des autochtones, les Indiens d'Amérique. Après quelques mois, la barrière de la langue s'estompe. Les Indiens proposent leur aide, et ils connaissent ces terres qu'ils habitent depuis des temps immémoriaux. Deux clans apparaissent chez les colons. Certains refusent l'aide et préfèrent conserver leur autonomie. D'autres acceptent l'aide des Amérindiens et leur offrent en retour leur protection. À chaque arrivée de navire, de nouvelles colonies se forment sur les côtes américaines. Boston, New-Amsterdam, Baltimore, Saint Augustine, Nouvelle-Orléans, et également Nouveau-Arkhangelsk sur la côte ouest. Mais des centaines de kilomètres séparent chacune de ces villes naissantes. Dans ces terres qui ne sont sous l'autorité d'aucun État, les bandits pullulent. Les attaques de convois sont chose courante. Être postier chez le Pony Express est un métier à risque. En 1835, un peintre, Samuel Morse, met au point un nouveau moyen pour communiquer sur de longues distances, le télégraphe. Une communication instantanée. C'est une révolution. Mais sa mise en place est longue et fastidieuse. Il faut tirer des câbles sur des distances considérables. Il faut également fabriquer ces équipements en grand nombre et former des opérateurs avec une parfaite connaissance du morse et des procédures de communication. Après plusieurs mois de travail, on entend enfin ce son qui marquera une époque entière. RDV.A. Donc on va leur répondre OK. Revenons quelque temps auparavant, le 8 juin 1804. Quelques années après l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le développement des villes va bon train. Mais tout cet essor consomme des ressources. Du fer pour les rails des trains, du cuivre pour les câbles électriques, et l'or, que l'on recherche plus que tout. Petit à petit, les mines s'épuisent et les cours s'envolent. Il faut creuser toujours plus profond, mais le sous-sol n'est pas infini. On voit même des scènes de violence pour essayer de récupérer chaque filon de métal. Il ne reste plus qu'une solution. Il faut mener des expéditions pour pousser l'exploration plus à l'ouest. D'immenses espaces sauvages ont été décrits par Lewis et Clark. Il faut pousser plus loin, afin de repérer les zones les plus habitables. On recherche les cours d'eau, sources de vie, mais également le patrimoine architectural, l'artisanat, l'art. Toutes les voies sont explorées. Mais finalement, après plusieurs jours de recherche, tous nos colons finissent par converger sur une colline au sud du Mississippi, vers la ville de Bingo Creek. Elle est découverte le 31 juillet 1854. Jamais encore on est allé autant à l'ouest. À peine arrivés, les colons se retroussent les manches et se mettent au travail. On coupe du bois pour construire, on creuse pour les fondations, on plante, on taille. En quelques mois, on voit sortir de terre la place du village avec son mât, un saloon, un télégraphe office. Des habitations. Même le prêtre est à l'œuvre pour construire la chapelle. Une fois de plus, tout est à faire. On travaille le cuir pour faire des soufflets. Le forgeron apprend aux plus jeunes la forge, la fonderie, car eux aussi devront un jour prendre la suite. Petite explication pour les curieux. Pour faire une fonderie, il faut un seau en acier recouvert de mortier réfractaire. Remplir de charbon, placer un creuset en acier au centre. Insérer une arrivée d'air pour attiser le charbon. Remplir le creuset avec des morceaux d'aluminium. Sortir le creuset à l'aide d'une pince pour ne pas se brûler. On a bientôt une voiture. C'est pas grave. L'opération de couler est délicate et ne doit être réalisée que par des personnes adultes. Les températures sont telles que l'herbe s'embrase au simple contact du creuset. Des mesures de sécurité sont donc nécessaires. Des chaussures épaisses et non synthétiques. On évitera les jambes nues et les mains sans gants. Enfin, dans un village naissant où les moyens sont limités, il faudra partager la place avec le forgeron. C'est pas les chaussures pour les
Le régisseur explique à chacun comment bien entretenir tous ces outils. Certains n'hésitent pas à aller à la rencontre des Indiens pour apprendre comment faire des flèches et des sarbacanes. Le pianiste accorde son instrument pour le plus grand plaisir du barman. Le médecin du village transmet les bons gestes à avoir en cas de piqûre de scorpion ou bien après avoir été renversé par un buffle. Grande nouvelle, les colonies se sont lancées un défi. Un grand concours se prépare. De nombreuses épreuves permettront de déterminer quelle nation a su le mieux apprendre à s'adapter à l'Ouest. Tir à l'arc. Course à cheval. Lancer de flèche Lakota. Parmi tous les champions, il ne s'en est trouvé qu'un assez brave pour oser monter Tonnerre, le cheval le plus fougueux de l'Ouest. Il reste enfin une ultime épreuve, la roue infernale. Seuls des hommes assez courageux et dont les entrailles sont bien accrochées oseront prendre place dans ces bolides improvisés. La course sera sans pitié. 1863. Le président Lincoln proclame l'émancipation des esclaves. C'en est de trop. La guerre de sécession fait déjà rage depuis plus de 2 ans. Un matin, les habitants découvrent leur ville pillée de tout bien, avec seulement une lettre poignardée sur la place centrale. Les frères Jesse et Frank James ont volé tout ce qui avait de la valeur pour se joindre à l'armée confédérée. Ils exhortent les habitants à les rejoindre. Certains décident de les suivre, tandis que d'autres, fidèles à Washington, partent à la recherche de leur shérif qui a été enlevé. On apprend que Jesse compte envoyer une partie du butin par des trains vers le sud. Il est le seul à connaître leur destination. Malheureusement, il est tué lors d'un raid nordiste. Les confédérés font alors appel à la magie noire. Écoutez. Ah. Je vais vous mener au trésor. Suivez-moi. Les nordistes ayant intercepté certaines informations des confédérés, ils tentent des embuscades pour récupérer armes, munitions, vivres et médicaments, des denrées vitales pour cette guerre. De son côté, Frank a disséminé le reste du butin dans des endroits secrets. Washington organise alors une véritable chasse à l'homme pour le retrouver. Capturé, il parle sous la torture. Les nordistes transmettent par télégraphe à Washington toutes les informations qu'ils donnent, mais les confédérés se branchent sur les lignes pour intercepter les messages. Le lendemain, avant même de pouvoir aller fouiller les endroits dévoilés par Frank, Lincoln lui-même arrive. Une terrible bataille se prépare à Fort Bridger. Elle déterminera probablement l'issue de cette guerre. Tous courent alors pour défendre l'honneur de leur drapeau. Le Nord se bat pour la liberté, le Sud pour la tradition. Après tant de malheurs, il est temps de penser les blessés et de prier pour les morts. Confions à Dieu notre avenir. Soyons reconnaissants pour chaque jour qui passe. Les guerres reviendront. Il sera toujours avec nous. Sachons également faire mémoire de cette histoire, en la contant le soir autour du feu. Elle est faite de peine, mais également de joie. On en écrira des chansons. Il reste encore à réconcilier les cœurs. Et pour ça, rien de tel qu'un bon festin. Chacun y va de ses spécialités pour pousser toujours plus loin le raffinement. On vit alors les langues se délier et les visages s'éclairer de sourires. On vit des hommes s'engager et partir pour des aventures plus grandes encore. Ceux-là, à n'en pas douter, entraîneront à leur suite d'autres jeunes pour aller toujours plus haut, vers les cimes.